Bien, jeunes gens, je vais pas être bavard, je vais vous demander un peu de silence. Je vais être ultra rapide. D'abord, je suis vraiment content de vous retrouver parce que c'est la première conférence que l'on fait depuis le monde d'avant. Je ne me rappelle plus si vous étiez en seconde, vous aviez déjà assisté à des conférences. Je crois que oui. Voilà. Donc ça fait presque 2 ans qu'on n'a pas fait de conférence en présence. Donc c'est signe que la vie normale reprend en prenant évidemment toutes les précautions nécessaires. Et donc ça, c'est une très bonne chose. Merci d'être venus. Je sais que vous n'aviez pas forcément tous le choix, mais que je vous connais et je sais que de toute façon, même si vous aviez le choix, vous seriez spontanément venus à la conférence. J'en doute pas. Voilà. Je vais laisser notre invité du jour se présenter. D'abord, pour remercier encore une fois M. Rousseau de nous consacrer de son temps précieux et de venir vous consacrer de son temps, surtout à vous. Vous êtes curieux, donc je sais que vous avez pris la peine de vous renseigner avant, et à la fois sur la personnalité de notre invité et sur le propos qu'il va vous tenir ce soir. Donc je ne m'attarderai pas davantage dessus et on va enchaîner directement. Je rappelle évidemment les règles que vous n'avez pas oubliées sur les conférences, de silence absolu, évidemment de politesse, du fait que je vous invite, notamment ceux qui sont dans les cours de mes collègues sur la géopolitique, de prendre des notes, ça peut être précieux. Mais cette question rwandaise, de toute façon, concerne de toute manière tout le monde dans la société civile, d'une manière générale, même si on ne le traite pas forcément en cours. Et pour ceux qui ne font pas géopolitique, de toute façon, c'est un des volets du programme qui sera traité plus tard. On en parlera avec vous, mais dans le dernier volet de l'année. Donc je vous souhaite une bonne conférence et soyez attentifs. Ça durera à peu près 45 minutes de propos et ensuite, après, je passerai parmi vous pour que vous puissiez poser vos questions qui, je n'en doute pas, seront forcément nombreuses. Bonne conférence. Bon, bonsoir à toutes et à tous. Donc, j'ai bien conscience que vous avez été enfermés ici de force pour la période, pour le temps de cette conférence. Mais enfin, elle sera pas trop longue, voilà, j'espère. Et vous serez libérés, je pense, assez vite. Bon, merci aussi aux collègues qui me font le plaisir, l'honneur d'assister à ce propos. C'est très difficile pour moi de donner une conférence devant vous aujourd'hui, en 45 minutes, sur un sujet donc souvent mal connu dans notre pays. C'est un sujet aussi très envenimé, c'est un sujet polémique. Le génocide des Tutsis rwandais, il faut dire ça plutôt que génocide rwandais. Il n'y a pas de génocide allemand, vous voyez ce que je veux dire. Un génocide des Tutsis rwandais, en désignant ceux qui ont été la cible du massacre de masse de 1994, eh bien, le génocide des Tutsis rwandais n'est pas encore un génocide habilité, si je puis dire, habilité au même titre que le génocide des Arméniens de 1915-1916 ou que le génocide des Juifs d'Europe pendant la Deuxième Guerre mondiale. La difficulté s'accroît du fait que je me suis interdit pour cette conférence de vous montrer la moindre image. J'aurai que le recours de ma parole. Pour une raison simple, c'est que ce que j'ai à vous dire est suffisamment difficile et suffisamment dur comme ça. Et je ne veux pas transformer mon propos en train fantôme. Les images qu'on peut présenter du génocide des Tutsis rwandais sont des images généralement intolérables. Et je ne veux pas en passer par cette brutalité-là pour essayer de vous y faire réfléchir. Je voudrais éviter un effet de sidération tout à fait inutile. Et je compte sur vos questions, bien sûr, à la fin. Alors, l'intervention que je vais vous faire n'est pas un récit. Je ne vais pas vous faire un récit de ce qui s'est passé, mais il y aura bien sûr des éléments de récit dans ce que je vais vous dire. Je ne vais pas vous faire une analyse complète non plus du génocide des Tutsis rwandais. Ça demanderait plusieurs heures. Et encore, on n'aurait pas fini après plusieurs heures. Je vais vous parler d'abord de ma rencontre avec cet événement. C'est donc le dernier génocide du XXe siècle, le dernier génocide du siècle précédent, et qui est caractérisé d'abord par sa létalité extrême, le nombre de morts, 800 000 morts, peut-être 1 million de victimes, dans un petit pays d'Afrique orientale, de la taille de la Belgique, un génocide d'une extrême rapidité, 3 mois, donc 800 000 à 1 million de morts en 3 mois, et c'est un chiffre extraordinairement impressionnant. Et c'est aussi
un génocide qui est caractérisé, hélas, par un extraordinaire déploiement de pratiques de cruauté de la part des tueurs sur les victimes. Et c'est en ce sens que oui, c'est un génocide, comme d'autres génocides auparavant, mais il a une sorte de spécificité, vraiment une particularité. C'est ce qu'on appelle en sciences sociales ou en philosophie un apax, c'est-à-dire un cas unique en quelque sorte. Et c'est un des grands problèmes pour les gens comme moi, pour un historien comme moi, c'est justement la difficulté de la comparaison. Parce qu'il y a quelque chose d'unique dans ce qui s'est passé au Rwanda en 1994. Ensuite, après avoir parlé de cette rencontre, j'essaierai de vous dire un mot de ce qui a été très présent, ça ne vous a pas complètement échappé, je pense, l'année dernière, je parle de l'année scolaire, c'était en 2021, mais dans l'actualité française du printemps dernier, entre disons la fin du mois de mars et le mois de mai, où s'est posée la question de avec de manière particulièrement aiguë, la question de la responsabilité française dans cet événement, et qui a conduit au voyage du président de la République à Kigali le 27 mai dernier. Et puis après, je vous dirais, je choisirais deux sujets qui à mes yeux sont très importants dans le génocide des Tutsis rwandais, qui en font la spécificité. Et ces deux sujets de recherche, si vous voulez. Donc c'est un petit peu difficile, parce que vous n'êtes pas des étudiants de recherche. Vous le serez peut-être pour certains d'entre vous un jour, mais pour l'instant vous ne l'êtes pas. Mais peu importe. Il faut toujours regarder un peu plus loin. Et j'essaierai de vous présenter rapidement, simplement, deux sujets de recherche. La question de la violence des voisins, comment les voisins ont tué leurs voisins au Rwanda, massivement. Et puis la question de la massivité des meurtres dans les lieux sacrés, c'est-à-dire dans les églises. Les églises ont été le deuxième lieu de massacre au Rwanda. À la fin du génocide, elles sont remplies, toutes de cadavres. Et j'essaierai de vous en rendre compte. Alors d'abord, la rencontre. Qu'est-ce qu'engage, pour un historien professionnel comme moi, qu'est-ce qu'engage la rencontre avec un événement comme celui du génocide des Tutsis rwandais Qu'est-ce qui se joue, en quelque sorte, qu'est-ce qui se joue à travers elle? Alors cette rencontre, quelques mots personnels pour vous éviter de vous faire... Je ne suis pas là pour vous faire un cours, ce n'est pas mon travail. Cette rencontre, elle s'est produite assez tardivement dans mon parcours d'historien. J'avais passé la cinquantaine, donc pour vous c'est très vieux, bien sûr. Donc ça veut dire un historien de 50 ans, c'est quelqu'un qui a fait déjà le plus gros de son travail. Et je n'avais jamais touché à l'histoire de l'Afrique, et encore moins à cette zone de l'Afrique de l'Est, qu'on appelle la zone des Grands Lacs. Et j'avais le Rwanda, je savais à peine où c'était, bien sûr. Il se trouve que je suis un historien de formation très, très classique, que rien ne me préparait à m'intéresser à un sujet comme celui-là. J'aurais été très surpris autrefois si on m'avait dit qu'un jour je ferais une conférence devant des élèves comme vous. Mon champ de recherche, c'est la Grande Guerre, c'est la Première Guerre mondiale. Ça, vous connaissez, bien sûr, une grande expérience de violence, une grande expérience de violence guerrière, au cours de laquelle s'est produit un génocide majeur, bien sûr, celui des Arméniens de l'Empire ottoman, en 1915-1916, mais c'est un génocide que je n'avais jamais travaillé. Je ne suis pas spécialiste, si vous voulez, de l'Empire ottoman, je ne suis pas spécialiste des Arméniens. Mon sujet, c'était le monde combattant, le monde des soldats, la question du corps en temps de guerre, le corps combattant, la question des pratiques, des gestuels, vous voyez, c'était ça. Donc j'étais très loin d'un génocide donc, au cœur de l'Afrique. Et lorsque s'est produit le génocide des Tutsis rwandais, qui commence... Quelques éléments factuels. Le génocide qui commence le 6 avril 1994, au soir, qui s'intensifie donc le 7, merci, qui s'intensifie le 7 donc à Kigali. On est bien traité dans votre école. Vous voyez, jamais ça m'est arrivé, vous voyez, jamais un petit café, jamais, nulle part. Donc, vous vous rendez pas compte. Et donc, le génocide donc s'est étendu donc dans la journée du 7, d'abord à Kigali, où le massacre prend une dimension considérable, des dizaines de milliers de victimes dès la journée du 7, et puis ensuite il s'étend dans le pays de préfecture en préfecture, à un rythme plus ou moins rapide en fonction de la motivation des relais du pouvoir d'État.
Et lorsque ce génocide a commencé, on a commencé évidemment à en parler dans les jours, eh bien, en ce qui me concerne, en tant qu'historien, je ne l'ai tout simplement pas vu. Je ne l'ai pas vu, ce qui s'appelle ne pas voir. Je ne m'y suis pas intéressé, en quelque sorte, je ne l'ai pas rencontré du tout. Un ratage total, prolongé. Et c'est évidemment, quand j'y repense, vous voyez, j'y repense avec énormément de confusion et même de honte. Parce que oui, j'avais presque 40 ans, j'étais presque professeur d'université, je m'occupais des questions de violence, des questions de guerre. Il se produit une immense violence et à 8 heures d'avion de Paris, dont on est informé, rien, aucun intérêt. C'est une grande leçon, pour moi, mais ça peut être pour vous aussi. À quoi s'intéresse-t-on? Qu'est-ce qu'on regarde? Et je me suis demandé pourquoi. Pourquoi je n'ai pas regardé? Je pense que j'ai la réponse. Elle n'est pas très, très sympathique, la réponse. Je pense que c'est lié à une chose que nous avons tous en nous, que j'appellerais le racisme inconscient. Alors, bien sûr, personne d'entre nous ne se dirait raciste, évidemment, et je l'espère. Mais nous ne sommes pas indemnes de réflexes qui, à notre insu, s'inscrivent dans ce type. Et vous aurez observé qu'on n'en parle jamais. Alors que c'est évidemment ce racisme-là sur lequel chacun d'entre nous peut d'abord agir. Et nul ne peut dire, comme ça a priori, qu'il en est exempt. Personne. Voilà. Et donc c'est seulement plus tard, à la fin des années 90, vous voyez, le génocide se produit en 94, il m'a fallu quelques années pour commencer à comprendre qu'il s'était passé là-bas, au Rwanda, quelque chose d'extraordinaire, d'exceptionnel. Et j'ai commencé à m'intéresser au sujet, mais de loin, et sans plus. Et la vraie rencontre, elle s'est produite par hasard, exactement, j'en ai la date vraiment bien ancrée, c'est en avril 2008. Avril, c'est le début des commémorations au Rwanda. On entre, le 7 avril, c'est la date officielle des commémorations. Depuis 2019, c'est aussi une commémoration en France, je vous le signale. Le président de la République a institué la date du 7 avril comme journée commémorative du génocide des Tutsis rwandais en France. Mais c'était une journée commémorative depuis longtemps, bien sûr, déjà au Rwanda. Et donc il y avait un colloque de chercheurs, de témoins, d'écrivains à Kigali. Une de mes élèves qui faisait sa thèse là-dessus, m'a demandé si je voulais venir. J'ai dit oui, ça m'intéresse, bien sûr. Donc je suis venu. Et cette rencontre, je considère qu'elle a été décisive. C'est vraiment la rencontre, avec un R majuscule. Elle a désorganisé en profondeur, si vous voulez, tout ce que je faisais jusqu'ici, mes recherches, mes intérêts, mais même certains choix politiques. Je vous en parlerai si vous voulez, ou pas d'ailleurs. C'est une vision du monde qui change. Rencontrer un génocide, même après coup, change votre vision du monde. Alors, quelle est cette rencontre, si vous voulez? Vous voyez, qu'est-ce que ça veut dire? Commençons par le plus simple. C'est d'abord une rencontre intellectuelle, avec un génocide indiscutable. Le crime de génocide, vous connaissez peut-être la définition, acte commis dans l'intention de détruire en tout ou en partie un groupe national, ethnique, racial ou religieux. C'est exactement ce qui s'est passé au Rwanda. Et dans le cas rwandais, la source de ce génocide est un projet politique, adossé à un racisme, donc un racisme anti-Tutsi profondément ancré, dont l'origine, en fait, hélas, est occidentale et coloniale. Ce sont les colonisateurs, le colonisateur belge en particulier, dans le cas du Rwanda, qui a implanté, en fait, sans le vouloir évidemment, mais qui a implanté le racisme anti-Tutsi au Rwanda. Ça ne veut pas dire que ceci allait déboucher mécaniquement ensuite, bien sûr, sur le génocide qui s'est produit entre avril et juillet 1994, mais la racine, si vous voulez, la racine idéologique et politique, elle est là, elle est dans le moment de la colonisation à la fin du 19e et au début du 20e siècle. Et c'est en particulier les Belges qui, à partir des années 30, instituent des cartes d'identité au Rwanda sur lesquelles est marquée l'ethnie, ce que les Belges ont appelé l'ethnie. En réalité, les Tutsis et les Hutus ne sont pas des ethnies, je vous en dirai un mot tout à l'heure, mais
c'est comme ça que ces ethnies ont été en quelque sorte créées, dans une certaine mesure, et racialisées par le colonisateur. Et ces cartes d'identité ont joué pendant le génocide un rôle meurtrier. Soit vous aviez une carte d'identité avec marqué Hutu, soit vous étiez Tutsi, et là, ou alors vous disiez que vous aviez perdu votre carte d'identité, mais là, vous alliez directement à la mort. Donc un projet politique qui s'est produit et qui s'est exprimé, qui s'est réalisé dans un cadre de guerre. Le 1er octobre 1990, en effet, donc 4 ans avant le génocide, sous l'égide d'un mouvement, le Front patriotique rwandais, le FPR, reviennent d'Ouganda, les armes à la main, des descendants des Tutsis qui avaient été chassés du Rwanda au moment de l'indépendance et de l'instauration de ce qu'on appelle la Première République au Rwanda, c'est-à-dire entre 1959 et 1963, pour l'essentiel, où toute une vague de persécutions, déjà à cette époque on avait parlé, surtout en 1963, d'un génocide, provoque une fuite massive d'une partie des Tutsis du pays. Ce sont les descendants de ces Tutsis chassés au moment de la décolonisation et de l'indépendance et de l'instauration de la Première République. C'est aussi qui alimente ce mouvement, et c'est la victoire d'ailleurs de ce mouvement en juillet 1994 sur le champ de bataille qui a mis fin au génocide. Donc une rencontre d'abord avec un intellectuel, si vous voulez, avec un génocide indiscutable. Deuxièmement, c'est une rencontre également sensible. La rencontre avec un génocide mobilise très puissamment les affects. Et en ce qui me concerne, je me souviens avec beaucoup de netteté, il y a eu un colloque, les grands hôtels, ça ressemblait vraiment à un colloque comme partout ailleurs, sauf qu'il avait lieu à Kigali, donc la capitale du Rwanda. Puis il y a une pause café, voilà, comme dans tous les colloques, dans la matinée. J'étais arrivé la veille, et puis une rescapée. Je ne savais pas qu'elle était rescapée, bien sûr. Une femme rescapée, qui attendait comme moi, qui faisait la queue pour son café, se retourne vers moi, alors que je lui demandais rien, que je la connaissais pas, et elle commence une phrase. Elle me dit « Quand on a tué mes enfants sur mon dos ». Et elle commence à me raconter une histoire dont je ne me souviens plus, mais je me souviens très bien de cette phrase. Et c'est une phrase, c'est la première fois de ma vie que quelqu'un me disait une chose pareille, quand on a tué mes enfants sur mon dos. Alors la première fois, oui et non, bien sûr. Quand vous êtes historien, des phénomènes de violence de masse à l'époque contemporaine, vous avez rencontré déjà des survivants de différents épisodes de massacres, de masse, de violence, qui vous ont dit des choses de ce genre, qui vous ont lancé au visage quelque chose de ce genre. Mais là, il y avait quelque chose de différent. Ce qu'il y avait de différent, c'est que j'étais là-bas en 2008, j'étais donc 14 ans après le génocide. 14 ans, je veux dire, c'est assez long. En réalité, 14 ans après le génocide, c'est très court. C'est très court. Parce que le génocide est un événement qui ne passe pas. Le temps, vous voyez, pour les rescapés en particulier, le temps ne passe pas, le temps ne fait rien à l'affaire. Et même, parfois, il donne l'impression de marcher en sens inverse. Plus le génocide s'éloigne, et plus il est présent dans la mémoire, dans la psyché de ceux qui l'ont subi. Et on sait, grâce à la psychanalyse, que la psyché ne connaît pas le temps. Et bien, 14 ans après le génocide, surprise, beaucoup de rescapés qui étaient dans la salle, qui d'ailleurs servaient à encadrer le colloque, etc., étaient beaucoup plus jeunes que moi. Beaucoup avaient votre âge, ou à peine plus vieux. C'est des jeunes étudiants de l'université de Butare. Ils étaient tous plus jeunes que moi. Et alors, d'un seul coup, la rencontre, vous voyez, est d'une nature différente. C'est plus le vieux rescapé d'Auschwitz, vous voyez, c'est plus le descendant ou la descendante des Arméniens, voyez, de rescapés du génocide des Arméniens. C'est plus un rescapé
du même âge que moi ou plus vieux du génocide qui s'est produit au Cambodge entre 1975 et 1979. C'est quelque chose de tout à fait autre. D'un seul coup, le génocide, il est là, à côté de vous, il était hier. C'est ça qui fait la différence. Et on sait que c'est toute une problématique de l'histoire du temps présent, ce qu'on appelle l'histoire du temps présent. En histoire, c'est une histoire où les historiens, il y a coprésence, si vous voulez, entre les historiens et les témoins. Hein, ils sont là ensemble. Et puis, éventuellement, ça se passe très mal, d'ailleurs, entre eux. Hein. Mais là, la coprésence, oui, je savais bien, hein, j'avais déjà rencontré, mais elle avait une signification tout à fait différente, parce que j'étais, dans la plupart des cas, plus vieux que tous les rescapés que je pouvais rencontrer au Rwanda et que j'ai rencontrés depuis. Alors, et ceci a modifié énormément de choses. Alors, sur quel point en particulier, voilà, les choses se sont modifiées. Le premier point dont je vais traiter, c'est l'aspect politique avec la question de la France, parce qu'on en a beaucoup parlé l'année dernière. Et moi-même, je me suis beaucoup engagé dans cette période. Hein, et je suis d'ailleurs plutôt satisfait du fait que la France a enfin reconnu ses torts dans la politique suivie entre 1990 et 1994. Et donc, il faut que je vous en dise d'abord un mot. Il me faut... voilà, ceci est lié, si vous voulez, à l'idée que je me fais du rôle d'un historien dans un pays comme le nôtre. Alors, évidemment, au départ, je ne savais rien, et puis j'ai progressivement découvert le rôle assez terrible qu'a joué notre pays, au Rwanda. Enfin, quand je dis notre pays, à dire vrai, c'est un pouvoir politique, celui de François Mitterrand lors de son deuxième mandat, donc en 1990-94, et puis ça s'est prolongé, c'était toujours la présidence de François Mitterrand, mais à partir du début de l'année 93, c'est un gouvernement de cohabitation, puisque c'est donc le Premier ministre de l'époque, s'appelle Édouard Balladur. Il a joué d'ailleurs un rôle de frein assez positif par rapport à l'administration de François Mitterrand et de son entourage qui aurait souhaité aller beaucoup plus loin dans la politique suivie. Et donc, les critiques qu'on peut faire, qui ont été faites l'année dernière, en particulier dans un rapport important qui a été remis au président de la République, le rapport de Vincent Duclercq, qui par ailleurs est un collègue de travail, qui est sorti à la fin du mois de mars, bien, les reproches qu'on peut faire sont malheureusement assez nombreux. Alors, je fais une petite liste. D'abord, la France a soutenu le régime en place, donc le régime présidé, le président s'appelait Habyarimana. La France a soutenu le régime en place à partir du début de la guerre, en octobre 90, et ce soutien a pris la forme d'une aide militaire. Une aide militaire d'abord relativement limitée, et puis de plus en plus importante, de plus en plus appuyée, et qui est devenue assez active en 1992-1993. Et ceci est très important parce que la France a permis ainsi au régime de tenir. Et comme le dit un rapport rwandais qui a été publié juste après le rapport Duclercq, qui est préparé au Rwanda par un cabinet d'avocats américains, la France a rendu possible un génocide qui était prévisible dès la fin 90 et en donnant le temps aux génocidaires de s'organiser. C'est un reproche contre lequel il y a peu d'arguments à opposer, qui me paraît profondément exact. Deuxièmement, au Rwanda, le génocide ne commence pas comme ça en 1994, il est précédé, dès 1990. Il est précédé de massacres de Tutsis, un peu dans différentes régions du pays, massacres dans lesquels l'administration locale, et parfois l'armée, les forces de gendarmerie, les miliciens, des massacres auxquels qui sont comme à petite échelle des répétitions générales du génocide tel qu'il allait se produire à grande échelle en 1994. Et le gouvernement français est parfaitement renseigné sur ces massacres. On en a la certitude aujourd'hui par les archives qui ont été ouvertes. Dès la fin de l'année 90, un général très important, le général Varey, qui dirigeait au Rwanda la mission militaire de coopération,
alerte la France sur les risques de génocide. En particulier quand le patron de la gendarmerie rwandaise lui dit « Mon général, je voudrais avoir une discussion avec vous, il faudrait nous livrer des mitrailleuses ». Alors, le général Varret dit « Mon général, je ne comprends pas, la gendarmerie n'a pas besoin de mitrailleuses. » Si, on a besoin de mitrailleuses parce que nous allons exterminer les Tutsis du pays et ce ne sera pas long parce qu'ils ne sont pas nombreux. Alors, le général Varret, évidemment, a un haut-le-corps, fait un rapport, c'est son travail. À Paris, ce rapport a disparu des archives. Mais vous voyez que dès la fin 90, les plus hautes autorités militaires investies au Rwanda savaient que le massacre de masse des Tutsis rwandais était dans les cartes. La DGSE française le savait très bien et a alerté de manière remarquable le pouvoir français. Le poste militaire français à Kigali, l'attaché militaire de l'ambassade, le savait aussi. Mais le pouvoir politique à Paris a été complètement aveugle à tous ces avertissements. Lorsque l'avion du président Habyarimana a été abattu, le 6 avril au soir, c'est probablement les durs du régime qui ont abattu l'avion pour se débarrasser d'un président dans lequel ils avaient perdu confiance. Eh bien, l'ambassade de France, malheureusement, les 8 et 9 avril, a apporté son appui à la formation d'un gouvernement intérimaire, c'est comme ça qu'on l'appelle, le GIR, gouvernement intérimaire rwandais, qui était un gouvernement d'extrémistes et qui, parfaitement décidé, lui, a lancé le génocide, qui avait d'ailleurs commencé, mais qu'il va intensifier dans les semaines qui suivent. Et voilà, cet appui de l'ambassade de France, le gouvernement commence à se former dans les locaux même de l'ambassade de France le 8 avril. Et d'ailleurs, à la fin du mois d'avril, le 27 avril 1994, nous avons reçu à Paris, au ministère des Affaires étrangères, on a reçu au ministère des Affaires étrangères, puis à Matignon, puis à l'Élysée, le ministre des Affaires étrangères du gouvernement intérimaire rwandais, avec un extrémiste particulièrement virulent qui l'accompagnait. Or, à cette date, recevoir à Paris, le 27 avril, 3 semaines après le début du génocide, un membre du gouvernement, c'est recevoir littéralement un assassin. Car à cette date, il y avait déjà probablement 500 000 morts. Pour une raison simple, c'est que la courbe de l'extermination n'est pas progressive, elle ne monte pas progressivement semaine après semaine, comme par exemple pour le génocide des Juifs d'Europe. Dans le cas du Rwanda, et vous allez le comprendre quand je vous parlerai un peu des voisins, dans le cas du Rwanda, le meurtre de masse est particulièrement intense dans les premiers jours et les premières semaines, parce que les victimes sont stupéfaites de ce qui leur arrive, et stupéfaites en particulier de la manière dont les voisinages se retournent contre elles. C'est progressivement qu'elles trouvent le moyen de se cacher, etc., et qu'elles comprennent en quelque sorte ce qui advient. Et donc la courbe est immédiatement extraordinairement élevée et la létalité du génocide, si vous voulez, redescend relativement au cours des semaines suivantes. Et donc nous avons reçu un homme politique qui était évidemment un homme de la complicité criminelle la plus intense à la fin du mois d'avril 1994. Ensuite, à la fin du mois de juin, à partir du 23 juin, donc sur mandat du Conseil de sécurité, la France a mené une opération humanitaire, l'opération Turquoise. Mais en réalité, plus les travaux avancent sur cette opération, et plus on se rend compte que cette opération Turquoise, à ses débuts, n'est pas vraiment humanitaire. Il y a là, dans ces cartes, l'idée que l'on pourrait peut-être bloquer la progression du Front patriotique rwandais et sauver le gouvernement intérimaire en forçant à une négociation entre les deux parties. Et ce projet a échoué très vite, heureusement, et l'opération Turquoise est devenue pleinement humanitaire. Elle a d'ailleurs sauvé beaucoup de vies dans la zone sud-ouest où s'est formée ce qu'on appelait la zone humanitaire sûre, donc sous la protection des soldats français. Ensuite, nous avons fait l'erreur, notre pays a fait l'erreur d'exfiltrer vers le Zaïre, donc à l'ouest du Rwanda, les dirigeants responsables des massacres
qui étaient réfugiés dans la zone turquoise. L'armée gouvernementale était vaincue et la frontière était tenue par les forces françaises. Sur ordre de l'Élysée, les forces françaises ont exfiltré vers le Zaïre, donc sans les arrêter, donc par conséquent, les dirigeants politiques du Rwanda génocidaire. Le résultat, c'est la formation d'un État génocidaire dans les camps qui se forment à la frontière et qui vont organiser 1,5 million de réfugiés et les transformer en un État sans vrai territoire, mais décidé à la revanche, et ça amènera à une véritable catastrophe dans la décennie qui suivra dans cette région. Et puis, bien sûr, je termine, je pourrais faire un catalogue très long, mais nous avons accueilli aussi, et c'est une triste situation, un très grand nombre de génocidaires en France. Ils y sont toujours. Sans aucune enquête contre eux, notamment la veuve du président Habyarimana a fait partie des premiers exfiltrés. Lorsque les Français, quand le génocide a commencé, on a envoyé des troupes pour exfiltrer nos ressortissants, qui étaient à peu près au nombre de 700. Et le 12 avril, la veuve du président Habyarimana et toute sa famille ont été exfiltrés par avion. Et c'était les premiers exfiltrés pendant ce temps-là. Les employés, par exemple, Tutsi de l'ambassade de France, du Centre culturel français, ont été abandonnés à leur sort et ont été exterminés. Alors, cela dit, depuis quelques années, des procès ont eu lieu de certains génocidaires. Le premier a eu lieu en 2014, mais tout de même 20 ans après les faits, et jusqu'à maintenant, 3 génocidaires seulement réfugiés en France ont été condamnés à des peines d'ailleurs très lourdes pour crimes de génocide et crimes contre l'humanité. Il y en aura d'autres probablement cette année, enfin en 2022, mais vous voyez, le délai est quand même extraordinairement long et l'efficacité ici de la justice française a été très limitée. Alors vous voyez, une sorte de scandale ici, un scandale d'État. Et personnellement, j'ai essayé de m'engager comme je pouvais en tant que chercheur, en tant qu'universitaire. Conférences, les débats, le témoignage dans les procès, intervention dans les médias, etc. etc. Je ne trouve pas ça agréable. Personnellement, je préfère... je ne suis pas un activiste. Je trouve que la recherche universitaire doit se séparer de l'activité politique, mais dans le cas du Rwanda, il fallait malheureusement prendre ses responsabilités. Et je termine en posant devant vous donc 2 questions de recherche un peu différentes. La première, donc je vous le disais, c'est celle des voisins. La deuxième, c'est celle des églises. Les voisins. Alors, les voisins, la violence des voisins au Rwanda, violence extrême à l'encontre des victimes, a été massive en nombre de tués, en termes de nombre de tueurs aussi, qui ont été très nombreux. Et sans les voisins, l'efficacité du génocide des Tutsis rwandais n'aurait pas été la même. Alors évidemment, comme dans tout génocide, il n'y a pas de génocide sans État. Il n'y a pas de génocide sans État, et donc c'est d'abord un État qui a un État d'un pays très pauvre, mais d'un État très bien organisé sur le plan administratif, dans un pays où tout le monde se connaissait. Ça compte, bien sûr. Donc, il y a évidemment un gouvernement donc, qui a pris en charge, je le disais, le génocide, mais des préfets aussi, des bourgmestres. Bourgmestres, c'est les maires en Belgique. C'est comme ça, on ne dit pas maire en Belgique, on dit bourgmestre. Donc des bourgmestres qui n'étaient pas élus par la population, mais nommés par le pouvoir. On est dans un pouvoir autoritaire, bien sûr. Et puis, ça, c'est du côté des structures administratives. Et puis, il y a les structures militaires. Il y a l'armée, bien sûr, l'armée qui a joué un rôle très important dans le génocide. Il y a la gendarmerie, très importante également. Et puis, la police. Et puis, les miliciens. Des miliciens qui sont entraînés par la gendarmerie, et qui ont été des véritables bandes de tueurs qui se sont répandus dans les collines au Rwanda et qui ont joué un rôle extraordinairement important. Mais ces moyens de l'État, à eux seuls, n'auraient pas suffi à tuer presque 1 million de personnes en 3 mois. Pour que les 2 tiers des victimes trouvent la mort dans les 5 premières semaines du génocide, à peu près,
5 à 6 premières semaines du génocide, il a fallu que les voisins paysans, donc on est dans une société paysanne à 90%, et ce sont donc des paysans qui vont tuer d'autres paysans pour l'essentiel. Des voisins paysans, donc, ont dû prendre toute leur part du repérage, de la fabrication de milliers de barrières qui bloquent les chemins, bloquent les routes. Parfois, c'est des grandes barrières à des endroits, vous voyez, les ponts, mais parfois des barrières gardées jour et nuit dans les chemins ruraux, vous voyez, qui séparent deux collines. Des barrières, donc, il a fallu que les voisins prennent toute leur part de la poursuite. Il y a une dimension de chasse dans le génocide des Tutsis rwandais. On chasse le Tutsi dans les petites forêts qu'il peut y avoir, dans les marécages, dans les bananeraies, dans les champs de sorgho, etc. La chasse. On utilise d'ailleurs progressivement les chiens pour chasser les Tutsis. Et puis, bien sûr, il a fallu que les voisins prennent toute leur part du meurtre, toute leur part du massacre du bétail, la destruction des maisons. On ne s'en rend pas compte, mais les gens qui connaissent, voilà, vous montrent telle maison détruite, jamais reconstruite, bien sûr, parce qu'en même temps qu'on tuait les familles, on détruisait l'emplacement où elles avaient vécu, pillage, bien sûr, des biens, et puis ensuite, dissimulation des cadavres. Beaucoup de cadavres ont été basculés dans les latrines, des fosses profondes. Au Rwanda, il n'y avait pas de tout à l'égout, et beaucoup de cadavres ont été basculés dans les latrines, ce qui était à la fois, c'était techniquement commode et en même temps très symbolique. Et vous comprenez pourquoi. Et bien plus tard, les tribunaux qui se sont érigés au Rwanda, qu'on appelle les tribunaux Gacaca. Gacaca en Kinyarwanda, ça veut dire sur le gazon, sur l'herbe. C'est-à-dire des tribunaux qui ont été institués dans les communautés et qui jugeaient en plein air ou dans une salle de classe, voyez, pas du tout dans des bâtiments officiels, en quelque sorte. Eh bien, on condamnait 800 000 participants aux tueries, 800 000 participants dans ce qu'on appelle les deux premières catégories. Les deux premières catégories, c'est celle des organisateurs et des exécutants, ceux qui ont organisé et qui ont tué eux-mêmes. Ce qui représente 1/5 de la population adulte de 1994. C'est un chiffre énorme. Énorme. 20% de la population adulte comme ayant participé au premier chef, donc à l'extermination. Essentiellement, ce sont des hommes. Essentiellement, ce sont des hommes, mais pas seulement. Des femmes ont participé à l'extermination, plutôt le repérage, l'accompagnement, la dénonciation, et aussi, hélas, des enfants. Les enfants ont été utilisés par les tueurs pour aller débusquer leurs camarades de classe, les amener sous divers prétextes, etc., jusqu'à la fosse où ils ont été tués par les adultes. Donc, si je dis voisin, si je dis voisinage, ces voisins connaissaient bien les voisins qu'ils ont tués. Évidemment, vous connaissez vos voisins. Dans une société rurale, vous connaissez très bien vos voisins. Ces voisins, ils les connaissaient bien, et souvent, ils les connaissaient même intimement. Ethniquement, si vous voulez, rien ne les en séparait objectivement. Vous ne pouvez pas reconnaître un Tutsi d'un Hutu. Mais subjectivement, évidemment, ils étaient dans une logique de séparation radicale. Hutu et Tutsi ne sont pas des ethnies. Ce sont à l'origine des catégories sociales dans une société clanique, mais ces catégories sociales ont été transformées en ethnies par le colonisateur belge, ici, et c'est ainsi que la société rwandaise a été racialisée, et cette racialisation a fait que c'est une société qui a vécu dans un racisme plus ou moins exacerbé pendant un demi-siècle, et c'est de cette manière, ensuite, c'est sur ce terreau qu'a poussé ensuite, si je puis dire, le génocide. Et c'est un racisme, vous voyez, qui s'est radical, qui s'est développé dans une population noire, dans laquelle la distinction de couleur de peau était impossible. Et c'est une grande leçon pour nous, qui sommes habitués à des racismes liés à la différence visible. Là, vous n'avez pas de différence visible. Et la violence est d'autant plus grande. Et ces voisins, il ne faudrait surtout pas croire, parce que ce serait très facile, que les voisins se détestaient. Pas du tout. Pas du tout. Des liens nombreux
attachaient les voisins entre eux. Dans une société rurale, entre voisins, on s'entraide, hein, bien sûr. Parfois, les tueurs et les victimes avaient été amis, et amis de longue date. Parfois, souvent même, des liens matrimoniaux, des liens de mariage unissaient Tutsis et Hutus. Notamment dans le sud du pays en particulier, les intermariages étaient extrêmement nombreux, 20% à peu près. Et justement, c'est une des caractéristiques inouïes, hein, du génocide des Tutsis rwandais, c'est que la violence entre dans la famille. Et on a évidemment des cas d'hommes Hutus qui font tuer leurs femmes Tutsis, ou l'inverse. Hein, on a même quelques cas, j'ai une doctorante qui travaille sur ces questions, des mères, hein, des mères Hutus ayant épousé un homme Tutsi, c'est l'homme qui donne l'ethnie, hein, au Rwanda, hein, qui ont cherché à tuer et qui ont parfois réussi à tuer leurs propres enfants, qu'elles considéraient comme Tutsis et dont elles ont voulu, hein, dans l'incroyable tension, hein, de cette période des génocides, elles ont voulu donc éliminer, hein, ces enfants d'un père Tutsi. Donc ces voisins ont tué d'autres voisins dont ils étaient proches, et c'est évidemment extraordinairement difficile à comprendre. Et ceci explique en réalité la question de la cruauté. Alors, la question de la cruauté, hein, c'est pas un à côté du génocide. La cruauté fait partie. On a cherché. La cruauté, c'est pas seulement faire mourir, c'est faire mourir en infligeant la plus grande douleur possible à la victime, à sa communauté, à ses proches, etc. La cruauté est partout, hein, au Rwanda. Il s'agissait de produire de la douleur. Et voilà, c'est un langage, hein, que l'on tient aux victimes. J'accélère un peu car ça fait déjà trop longtemps que je vous parle. Si vous voulez, on reparlera des raisons de cette cruauté. Il s'agit de dire à l'autre qu'il n'est rien. J'ai été très frappé à Kibero, qui était une des régions, enfin, il y a une grande église à Kibero qui a été un lieu de massacre extrêmement intense. Et en 2014, il y a un rescapé qui était là, on l'entoure, il nous raconte un peu, il nous parle un peu, il nous dit, et à la fin, il termine son témoignage en disant « Je ne suis rien. Je ne suis rien. » Vous voyez, ça, c'est vraiment la marque du rescapé. C'est-à-dire que ce qu'on lui a fait qu'il n'a plus d'existence. Les tueurs ont gagné. Ils l'ont pas. Il est toujours vivant, mais en réalité, il n'a plus l'impression d'exister, hein, dans la société, hein, que pourtant physiquement, hein, il habite encore. Je ne suis rien. Hein, ça m'a donné plus à comprendre, hein, ce qui pouvait se passer, hein, que des tas de livres. Hein, ce témoignage très, très rapide, en 3 mots. 4. Voilà, et donc voilà, la cruauté, on en reparlera si vous voulez. Je termine en vous parlant donc du massacre dans les lieux sacrés. Au Rwanda, je vous le disais tout à l'heure, les églises ont été le 2e lieu du massacre. Ça ne s'est jamais produit nulle part. 2e lieu du massacre, le premier, c'est ce qu'on appelle les collines. Alors les collines, c'est le massacre de plein air, si vous voulez, hein, les bananeraies, les champs de sorgho, les rivières, et bon. Et puis ensuite, 2e lieu identifié, les églises. Les églises ont été un épicentre de la violence. Pourquoi ? Parce que les églises avaient toujours protégé les Tutsis dans les massacres précédents. Dans les massacres de 59 et du début des années 60, les Tutsis se réfugiaient dans les églises, et là, les tueurs ne rentraient pas. On ne rentrait pas dans les lieux sacrés. Et d'ailleurs, donc le souvenir s'était conservé. Et on le voit très bien quand on visite, hein, ces lieux de massacre que sont les églises au Rwanda. Il y a souvent encore les objets, hein, des Tutsis qui s'étaient réfugiés. On a amené les cahiers d'écoliers des enfants, les instruments de cuisine, etc. Les cahiers d'écoliers, pourquoi ? Parce que ça va durer un certain temps, hein, donc il ne faut pas que les enfants prennent trop de retard à l'école, donc on va les faire travailler, puis quand ça ira mieux, on sortira et on reprendra la vie normale. Mais cette fois-ci, ça ne s'est pas produit de cette manière. Les églises ont été violées par les tueurs sans hésitation particulière, et donc elles se sont transformées en pièges mortels, hein, puisque évidemment les victimes étaient rassemblées à l'intérieur. Un seul exemple. Toutes les églises, après le génocide, elles sont remplies de cadavres, et qui sont restés parfois longtemps, il n'y avait personne pour les enlever.
Et par exemple, à Nyangé, une église de l'ouest du pays, qui est particulièrement spectaculaire, vous allez comprendre pourquoi. Le 10 avril, donc vous voyez, 3 jours après le début du génocide, le 10 avril, les victimes sont attaquées pour la première fois par les miliciens, les voisins, donc des tueurs, semble-t-il, très nombreux. Et sans succès, les victimes résistent. Hein, les hommes se mettent devant, ont accumulé des pierres, etc., balancent des pierres, etc. Et comme, en face, ils ont dans un premier temps des miliciens pas très armés qui ne savent pas comment s'y prendre. Et puis, malheureusement, il y avait à côté de l'église un engin de chantier, un bulldozer pour la route, pour refaire la route qui était à côté. Et c'est le prêtre de la paroisse, qui s'appelait Athanase Seromba, un homme de 30 ans, très respecté par ses paroissiens d'ailleurs, qui a donné ordre au chauffeur du bulldozer de détruire l'église sur ses propres paroissiens. Et pendant quelques heures, le bulldozer attaque l'église qui s'effondre sur les 3000 personnes qui étaient réfugiées à l'intérieur. Et les survivants qui étaient à l'extérieur du bâtiment sont tués dans la fouille. Alors, vous voyez, c'est une chose quand même extrêmement surprenante, puisque c'est une profanation du sacré. Et en l'occurrence, ici, vous voyez une profanation du sacré par un prêtre qui fait s'effondrer l'église sur ses paroissiens. C'est sa propre église dont il était le desservant. Et là, vous voyez, c'est intéressant pour un chercheur, c'est que là, on ne comprend pas. Les violences interreligieuses, tout le monde les comprend. Catholiques et protestants pendant les guerres de religion, XVIe siècle, pas de problème. Musulmans et chrétiens, pas de problème. Juifs et chrétiens, voilà, on sait à ce moment comment s'organise l'hostilité interreligieuse. Mais il n'y a pas d'exemple. Il n'y a pas d'exemple dans l'histoire d'une violence intra-religieuse de ce genre, où des catholiques croyants, souvent très croyants, ont tué d'autres catholiques, très croyants également, qu'ils connaissaient et qui étaient souvent leurs co-paroissiens. Voilà, ce prêtre, Athanase Seromba, ce criminel, lui-même, c'est comme prêtre qu'il a donné l'ordre au chauffeur de bulldozer de détruire l'église, en disant « détruisez l'église, les Hutus sont assez nombreux pour en reconstruire une autre ». Et quand il sera jugé par le tribunal pénal international pour le Rwanda, c'est à Arusha, il paraîtra au tribunal en habit ecclésiastique, comme prêtre. Et c'est une chose extraordinairement surprenante. Et les tueurs eux-mêmes ont agi en croyant. Avant d'attaquer l'église, ils se sont regroupés autour d'une statue de la Vierge pour prier. Ils ne sont pas les seuls à avoir agi ainsi. Dans d'autres églises, on sait que les tueurs, en même temps qu'ils massacraient, s'arrêtaient devant l'autel pour prier dans les églises, en même temps qu'ils détruisaient les statues qui étaient assimilées aux Tutsis. C'est une configuration extraordinairement complexe. Et cette présence du religieux dans le génocide, vous voyez, est un des phénomènes les plus difficiles à expliquer pour un historien, pour un sociologue, pour un philosophe, pour un anthropologue, peu importe. Je conclus. Je vous ai suffisamment fatigué comme ça. Vous voyez, j'essaie de vous faire comprendre la force d'une rencontre comme celle-là. La force incroyable d'une rencontre comme celle dont je vous parle en ce moment, avec un génocide comme celui-là. Ça fait maintenant 13 ans que cette rencontre a eu lieu et elle continue de faire sentir ses effets. C'est une rencontre, ce qui m'a, comment dire, c'est une rencontre qui m'a dévoré en quelque sorte. Alors c'est très difficile de conclure. C'est un sujet qui en même temps déborde les gens qui travaillent dessus. Il n'y a pas que moi. Beaucoup de chercheurs travaillant sur le génocide des Tutsis rwandais sont débordés par ce sujet, parce que ça déborde notre capacité de compréhension, d'analyse et d'interprétation. Ce dont je suis certain, c'est que c'est un des très grands événements de notre temps, des très grands événements de notre temps, et que dans un siècle, on continuera
certainement de s'en occuper, de se confronter à lui. Je pense que les sciences sociales se trouvent face à l'histoire en particulier, face à un sujet extraordinairement difficile, dont on ne comprendra peut-être jamais complètement la racine, mais enfin, je pense quand même qu'il faut essayer. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Je vais venir vous voir. Oui, une là. Bonsoir. Alors, j'ai deux questions pour vous. D'abord, vous avez parlé de l'implication de la France et du gouvernement. Est-ce que vous pouvez enlever votre masque une seconde parce que Bien sûr. Voilà, merci. Vous avez parlé Avec le micro, c'est épouvantable. Le masque plus le micro, c'est terrible. Vous avez parlé de l'implication du gouvernement français dans ce génocide, mais pourquoi en fait le gouvernement, enfin je pense qu'il y a forcément eu une explication du moins politique ou économique, donc qu'est-ce qui a poussé le gouvernement français à aider comme ça le gouvernement qui était en place au Rwanda? Très bonne question. Vous aviez deux questions, m'aviez-vous dit. Et la deuxième, est-ce que vous avez vu ou lu? Et si oui, qu'est-ce que vous avez pensé de petits pays Non. Oui, je pense que le mieux, c'est de faire plusieurs questions, parce que sinon, je vais répondre trop longuement, et puis après, voilà, il y en a plein. Alors, moi, je reste le temps que vous voulez, je vous le dis tout de suite, mais ça sera... Il faudra vous en payer le prix. Bonjour monsieur, moi j'avais une question. En fait, justement, vous avez parlé du génocide, et je ne comprenais pas, notamment dans le cas des voisins, qu'est-ce qui les a poussés en fait, à faire des actes aussi horribles, en plus envers des gens, vous avez dit qu'ils aimaient, enfin en tout cas qu'ils respectaient, qu'ils s'entraidaient, des fois ils avaient même des relations amicales ou matrimoniales. Qu'est-ce qui les a poussés en fait à faire un tel déchaînement de violence? Merci. Il y en a derrière aussi. On va faire ce qu'on peut. Bonjour. Allez-y. Vous avez parlé de la responsabilité de la France, et ça semble être quand même le pays qui pourrait avoir un très haut niveau de responsabilité. Mais est-ce que vous avez d'autres exemples de pays qui justement seraient impliqués? Et est-ce que par exemple il y a eu des missions humanitaires comme ce qu'a fait la France avec l'opération Turquoise, avec d'autres pays ou avec une communauté internationale? Ouais, merci. Il y a peut-être encore il y a quelqu'un là sur votre gauche. On va pas s'en sortir. Bonsoir monsieur, j'ai deux questions pour vous. C'était que Emmanuel Macron, lors de sa visite au Rwanda, avait reconnu avait reconnu l'aide de l'État français envers le gouvernement, mais avait dit que le gouvernement français n'avait pas été complice. Oui. Que pensez-vous de ces propos? Et ma deuxième question, c'était quelle a été la réponse à l'échelle internationale en 1994, par exemple, la réponse de l'ONU face à ce génocide? Ok. Je commence par... Je fais ce premier round de questions parce que sinon je vais perdre le fil, et puis on fait un deuxième round après et un troisième s'il faut. L'école ferme à quelle heure? On a tout le temps, ils sont... alors voilà... Attendez, on va laisser M. Marouzeau répondre et après je remonte. Alors vos questions, d'abord ce que je voudrais dire c'est que vos questions sont excellentes et qu'elles montrent déjà un bon niveau de connaissance. Et ça me surprend en fait bizarrement pas tant que ça, je vais vous dire pourquoi. Alors pourquoi la France? C'est une question qu'on me pose très souvent. C'est vous qui me l'avez posée, oui c'est ça. Pourquoi la France? Il est difficile de comprendre cette... peut-être pas l'erreur initiale, mais ensuite l'acharnement en quelque sorte, l'obstination de la France, qui, le pouvoir, c'est 4-5 personnes qui entourent le président de la République de l'époque, François Mitterrand, qui a été vraiment, qui est indiscutablement à la responsabilité primaire de la politique qui a été menée au Rwanda, qui a déconnecté complètement son gouvernement, c'était Michel Rocard à l'époque, de toute implication, mais qui a aussi...
qui n'a pas entendu des appels même de son propre ministre de la Défense, donc Alain Joxe, qui n'a pas entendu des politiques alternatives qui ont été proposées venues des différents ministères, qui n'a pas entendu non plus les alertes du poste français à Kigali, de la DGSE en France. Oui, il y a eu, c'est pas la France, si vous voulez, comme ça, et l'État français dans sa totalité qui a démérité, pas du tout. C'est un petit noyau qui a préempté cette politique. Alors il y avait chez François, alors il se pourrait qu'il y ait des intérêts économiques, mais on n'en a jamais trouvé la preuve. C'est simple, le Rwanda, il n'y a rien. En revanche, c'est la clé du Zaïre. Aujourd'hui, le RDC, République démocratique du Congo, qui est un immense territoire avec des richesses considérables. En particulier de sous-sol, de minerais, etc. Et donc tenir le Rwanda, et il y avait probablement quand même cette idée que dans la région Rwanda-Burundi, avec le petit État voisin Burundi, dont les Belges s'étaient désormais retirés, la France pourrait peut-être élargir sa France-Afrique, comme on disait, dans cette région qui n'était pas sa zone naturelle d'expansion et d'influence. Donc ceci a pu jouer. Deuxième chose, très important pour François Mitterrand, le FPR qui attaque en 1990 sont les anglophones, l'Ouganda étant un pays anglophone. Le Rwanda, les élites rwandaises étaient francophones. Pour François Mitterrand, la défense de la francophonie était un objectif majeur. Et le président de l'époque avait des liens personnels assez serrés avec le président de la République, et quand il y avait des doutes sur le degré de soutien qu'il fallait apporter, la ligne directe en quelque sorte entre le président Habyarimana et le président Mitterrand fonctionnait très bien. Ceci a énormément joué Par ailleurs, je pense que François Mitterrand, dans son deuxième mandat en particulier, nourrissait en fait une vision en réalité vraiment néocoloniale de l'Afrique, et que ceci a beaucoup joué dans sa manière de regarder le mandat, et en particulier une manière de voir l'Afrique uniquement à partir, disons, des antagonismes ethniques, sans voir que le problème rwandais n'était pas résumable à un antagonisme ethnique par ailleurs complètement artificiel. Et donc toute une série d'erreurs de son genre ont amené progressivement à une politique dans laquelle on ne sait pas, ce qui était une politique effectivement dont on ne peut pas parler, on ne peut pas parler de complicité. Je viens à votre question tout de suite. On ne peut pas parler de complicité au sens courant du terme. Par exemple, sauf exception, les soldats français sur place au Rwanda n'avaient pas de fonction combattante. Ils n'ont pas aidé l'armée rwandaise, la gendarmerie, entre 90 et 94, et encore moins une fois que le génocide a commencé. Mais sur le plan du droit international, les choses sont plus compliquées. Le président de la République a fait un peu la part du feu, mais en réalité, en termes, le droit international, on considère que même s'il n'y a pas de participation active, le fait d'avoir soutenu un pouvoir en place d'une manière suffisamment prolongée et suffisamment efficace pour que lui puisse donc commettre un massacre de masse ou un génocide, peut en fait, on peut considérer, un tribunal international pourrait considérer qu'il y a eu complicité. Donc cette affaire de la complicité n'est pas absolument réglée. On pourrait imaginer un groupe de victimes, par exemple au Rwanda, qui se porte partie civile contre l'État français pour complicité, et sa plainte serait en fait probablement recevable devant les juridictions internationales. Vous voyez, cette question de la complicité, il y a la complicité au sens où nous l'entendons de manière courante, et là, il y a la complicité au sens où le droit international l'entend aujourd'hui, et qui est plus complexe. Et qui expose davantage la France. Alors, est-ce qu'il y a eu d'autres pays, pour répondre à vos questions encore, d'autres pays qui ont fait ce même type d'erreur dans d'autres circonstances? Il ne me semble pas. En revanche, 2 autres pays sont incriminables, dans le cas du Rwanda. La Belgique, d'une part, qui a fait l'erreur de retirer les forces de l'ONU qui se trouvaient présentes sur place donc en 1994.
Et puis l'ONU elle-même, le Conseil de sécurité, qui a donc, au lieu de reconnaître très rapidement une situation des génocides, il a fallu attendre la fin du mois de mai pour que cette reconnaissance ait lieu, ouvrant la voie à une possible intervention internationale. Le secrétaire général de l'ONU a dû présenter ses excuses au Rwanda pour cette erreur. De même, le président des États-Unis l'a fait également après coup. Alors Gaël Faye, oui, voilà, donc petit pays, voilà, c'est donc prix des lycéens, prix Goncourt des lycéens, un immense succès du livre, légèrement décalé par rapport au Rwanda, puisqu'on est au Burundi, où la problématique est différente. Ce qui me frappe dans je ne suis pas sûr que d'un point de vue littéraire, j'ai trouvé le livre très intéressant. Mais ce qui me frappe, c'est le succès qu'il a eu. Ce qui montre qu'il y avait quand même une attente. Et il me semble que dans votre génération en particulier, eh bien, il y a plus d'ouverture finalement à ce thème, à ce sujet, à cet objet, comme on dit en sciences sociales, à cet objet qui est le génocide de 1994, qu'il n'y en a finalement dans les générations plus âgées. Pourquoi, je ne sais pas. Mais enfin, c'est une chose qui me frappe. C'est en fait donc les classes d'âge les plus jeunes qui ont fait le succès de petits pays. Et ça, c'est extrêmement frappant. Voilà, alors les voisins, pour répondre à votre question, qu'est-ce qui a pu pousser les voisins à faire ça ? Le premier réflexe que l'on a avec cette histoire de voisinage, c'est de se dire, parce que c'est des voisins, ils ne pouvaient pas faire ça. Et on est saisi, c'est incompréhensible. En fait, c'est l'inverse. C'est parce qu'ils étaient très proches qu'ils le font. La violence peut prendre des formes extraordinairement différentes. C'est le sentiment d'altérité, l'autre qu'on ne comprend pas, on ne connaît pas sa langue, on ne connaît pas, etc. Voilà, on lui est hostile naturellement, entre guillemets. Ça, tout le monde le comprend. Mais ce qui est beaucoup plus difficile à comprendre, c'est qu'on puisse être hostile à quelqu'un dont on est très proche. Mais évidemment, dans un contexte particulier, dans un contexte panique, qui est celui de la guerre, qui est celui de la rumeur. Et dans ce contexte-là, eh bien, on tue ses voisins, également pour des raisons matérielles. Et comme ces voisins, on est très proche d'eux, pour se séparer d'eux, il faut une extrême violence. C'est l'extrême violence de ce qu'on leur fait qui sanctionne le fait que d'un seul coup, on les rend différents. Et c'est pour ça que les violences de voisinage de ce type sont des violences extrêmes, où la cruauté se déploie énormément. Alors, on pourrait continuer très longtemps. Celui qui a dit les choses les plus intéressantes ici, c'est Freud, dans un texte de 1917, qui parle du narcissisme de la petite différence. Il dit c'est pas toujours les grandes différences entre les gens qui créent l'hostilité, c'est parfois la différence minuscule. Et dans le cas du Rwanda, c'est la différence inexistante. Et qui crée une hostilité d'autant plus grande que la différence est inexistante, ou très faible. Et donc et la violence est là pour créer la différence qui manque. Vous comprenez ce que je veux dire ? C'est difficile à comprendre, mais c'est ça le ressort fondamental, probablement. Alors, une autre salle de questions ? Bonjour. En fait, je crois que vous avez un petit peu répondu à la question, mais je voulais juste vous poser la question sous l'angle de la religion. Vous avez parlé du fait que, par exemple, le paroissien qui a fait écraser l'église sur ses paroissiens. Qu'est-ce que vous avez comme hypothèse qui pourrait faire que justement, enfin, je veux dire, allez-y. De façon, dans la religion, il y a cette violence alors que il ne devrait pas y en avoir. Mais peut-être que vous y avez peut-être un peu répondu. Non, c'est parfaitement clair. C'est très bien. C'est la question. Je ne suis pas sûr que je vais pouvoir répondre, mais c'est la question.
Moi, c'était pour savoir comment se passe la cohabitation entre Hutu et Tutsi à l'intérieur de l'Église aujourd'hui au Rwanda. La cohabitation aujourd'hui? Oui, mais surtout à l'intérieur de l'Église. Enfin, dans l'Église? Oui. D'accord. Décidément, cette histoire du religieux vous a... Il y a quelqu'un là... Ah oui, d'accord, allez-y. Moi, Allez-y. c'est pour savoir, vous avez dit que vous avez très peu, voire pas entendu parler quand c'est arrivé du génocide. Donc, je voulais savoir si aujourd'hui il y avait des preuves que les médias, en fait, n'avaient pas du tout couvert cet événement, et si l'État français les a achetés ou les a contrôlés à ce moment-là. Ce serait trop simple, mais je vais vous répondre après. Bonjour. Comment ces deux peuples étaient différenciés, enfin ces deux groupes étaient différenciés? C'était des différences physiques, sociales? En tout cas, je ne sais pas si vous l'avez expliqué, mais je ne l'ai pas compris comment on pouvait différencier. Très bien. Je vais essayer de clarifier. Merci. Vous avez dit qu'il y avait deux ethnies qui avaient été plus ou moins créées par les colons. Ouais. Et en fait, donc les Tutsis étaient plus ou moins au pouvoir, j'imagine, avant que les Hutus le prennent. Et donc, est-ce qu'ils ont aussi été stigmatisés par les Hutus avant? Et aussi, l'autre question, ce serait est-ce que vous pouvez parler un peu du Burundi et de la part de la France au Burundi? Merci. On va peut-être essayer de répondre à ces questions-là. Ouais. Hein, peut-être. Alors, votre question sur le religieux, très complexe. Malheureusement, si vous voulez, il n'y a pas eu, à ma connaissance, j'ai cherché beaucoup, il n'y a pas eu de réflexion de l'Église catholique au plus haut niveau sur ce qui s'était passé au Rwanda. Et ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que le Rwanda était le pays le plus profondément évangélisé d'Afrique. C'était du point de vue de Rome, c'était la perle de l'Afrique. Et c'est d'ailleurs au Rwanda que s'étaient produits, dans les années 80, les seules apparitions mariales, à Kibero précisément, de toute l'Afrique. C'est un pays profondément catholique, profondément croyant, et donc stupeur devant ce qui s'est passé dans les églises où les prêtres en particulier, parfois les religieux, se sont séparés entre victimes et bourreaux, en dehors même de la violence entre paroissiens dans les églises elles-mêmes. Alors, première réponse qu'on trouve parfois dans les documents, il n'y a pas eu, si vous voulez, ceci nécessiterait une réflexion théologique profonde. Elle n'a jamais eu lieu. À ma connaissance, elle n'a jamais eu lieu. Les réponses que l'on voit ici là, c'est que l'évangélisation a été mal faite, qu'il faut la recommencer. Et donc, il y a maintenant moins, mais il y a encore quelques années, sur les églises au Rwanda, celles qui n'avaient pas été détruites, on voit encore la trace, souvent certaines ont été transformées en mémoriaux, d'autres on voit encore la trace des bulldozers qui sont, des marteaux-piqueurs qui ont fait des trous dans les murs pour pouvoir entrer, balancer les grenades, etc., etc. Mais on a affiché des grandes banderoles violettes à l'entrée, avec évidemment le commandement « tu ne tueras point », etc. Vous voyez, c'est comme si on reprenait en quelque sorte les bases. Mais ce n'est pas une question de reprendre les bases, ce serait évidemment beaucoup, beaucoup trop simple. Les hypothèses qu'on peut proposer, si vous voulez, c'est qu'en raison il y a une chose, si vous voulez, qu'expriment les prêtres. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de texte. Vous voyez, on n'a rien. On a des paroles prononcées par un certain nombre de prêtres, de tueurs, qui ont été ensuite dans les tribunaux, redites, etc. Et il y a une idée. Il y a une idée qui semble avoir traversé le clergé, notamment Hutu du Rwanda, une idée de séparation du Dieu unique. En d'autres termes, l'ouverture du génocide faisait que Dieu avait abandonné les Tutsis, ou même que le Dieu des Tutsis était mort, avait disparu, et que c'était au Dieu des Hutus, en quelque sorte, de prendre la main. Ce qui... Et en discutant avec certains spécialistes d'anthropologie religieuse, vous voyez, sur ces questions, cette idée peut être que le
le Dieu unique avait trop favorisé dans le passé les Tutsis, dans le cadre de la colonisation, ça va me ramener à une question qui m'a été... Et que, par conséquent, les Hutus avaient peut-être été trahis par ce Dieu unique, hein, et que désormais, c'était le leur. D'où le fait que les statues qui sont dans les églises, les statues de la Vierge, les statues parfois du Christ, sont mutilées. On leur coupe les mains, on coupe le nez aussi, parce que dans les fantasmes donc physiques sur la différence somatique, la différence physique, il y avait cette idée que les mains des Tutsis étaient fines, hein, les attaches étaient plus fines que les Hutus, et que le nez également était plus fin. Et donc on coupe. Vous voyez, on a des photos, hein, de statues de la Vierge dont les mains sont coupées et dont le nez, hein, est coupé. Avec vous voyez, donc on reproche en quelque sorte. Vous voyez, il y a un reproche qui est fait ici, hein, d'une protection divine des Tutsis que l'on supprime d'un seul coup. Et on le signale de cette manière. Donc vous voyez que le religieux fait partie, est partie prenante, hein, du massacre. Alors c'est extraordinairement difficile à comprendre parce qu'il faudrait un niveau de théologie que je n'ai pas, hein, pour pouvoir avancer un peu plus loin. Mais il est certain que le religieux a fait partie, hein, de la violence, et il a plutôt augmenté, hein, augmenté la violence, hein, du génocide et non l'inverse. Hein, parce que voilà, il se joue une question religieuse. Ça intéresse beaucoup les spécialistes du religieux du XVIe siècle, hein, tout ça, hein, bien sûr. Alors, la cohabitation aujourd'hui dans l'Église, elle n'est pas facile. Hein, elle n'est pas facile. Il y a eu des véritables missions de réconciliation des communautés religieuses, etc., etc. Et d'une manière générale, la cohabitation au Rwanda aujourd'hui a beaucoup progressé, mais longtemps elle n'a pas été facile, entre rescapés, Tutsis venus de l'extérieur, Hutus donc qui restent majoritaires. Ce qui la facilite quand même, c'est que désormais on n'a plus le droit au Rwanda de dire qu'un tel est Hutu et un tel est Tutsi. Bien entendu, les mentions ont disparu, hein, des cartes d'identité, hein, qui avaient été des instruments de mort, hein, littéralement, et on n'a plus le droit. Au Rwanda, personne ne va vous dire « moi je suis Tutsi, moi je suis Hutu », c'est pas possible. Vous voyez, vous ne pouvez pas le faire comme ça, hein, et vous ne pouvez pas le demander non plus. Hein. Ça n'existe plus. Et donc, évidemment, dans les campagnes, tout le monde sait qui est qui. Dans les campagnes, tout le monde sait qui est qui, tout le monde se connaît. Mais dans les villes, hein, qui se sont beaucoup développées, hein, au cours de ces 20 dernières années, dans les villes, il y a une certaine indistinction, hein, qui s'est faite, hein, et qui voilà. Bon, et le pouvoir rwandais aussi a forcé à la cohabitation, hein, dans les administrations, dans l'armée, etc., Hutu et Tutsi. Et il me semble aujourd'hui qu'on est... j'ai cru longtemps que le feu du génocide continuait à brûler sous la cendre, si vous voulez. Je crois maintenant qu'en fait, hein, on atteint, donc 25 ans après, plus de 25 ans après, on a atteint quand même une certaine pacification, hein, une pacification réelle. Voilà. Alors, est-ce que les médias sont pour quelque chose ? Les médias ont fait une très mauvaise présentation, hein, une très mauvaise présentation du génocide. En reprenant tous les clichés ethniques. Voilà, il y a une haine ethnique qui a toujours existé de tout temps, hein, entre Hutus et Tutsis, et donc voilà, une fois de plus, donc il y a une grande poussée de violence. C'est une présentation complètement inepte, hein, mais ça n'excuse rien. Hein. On sait bien quand on est un chercheur soi-même, hein, on sait bien que la présentation que font les journaux, les médias, les radios, télévisions, etc., d'une situation politique quelque part, et que cette présentation est très incomplète, voire complètement fausse. Donc ça n'excuse rien, hein, quand on est un chercheur. On n'avait qu'à se renseigner. Hein. Or, dans le cas du génocide, c'est le seul génocide, hein, qui était... à ce point prévisible, hein, prévisible dès 90, et c'est le seul de tous les génocides que l'on pouvait empêcher. Le seul. On ne pouvait pas, en pleine Première Guerre mondiale, empêcher le génocide des Arméniens. On ne pouvait pas, en pleine Deuxième Guerre mondiale, empêcher l'extermination des Juifs d'Europe. On ne pouvait pas empêcher, hein, le génocide du peuple nouveau par les Khmers rouges au Cambodge, mais on pouvait empêcher le génocide des Tutsis rwandais, et c'est ce que nous n'avons pas fait. Et évidemment, c'est un regret, une culpabilité, très, très grande. Hein. Alors la différenciation, là, ça c'est une question très embêtante.
Je ne répondrai pas sur le Burundi parce que je ne vais pas m'en sortir. Hein, mais sur la différenciation, je peux vous dire un mot quand même. Donc, Hutu et Tutsi, ce sont des catégories sociales, essentiellement dans une société clanique, hein, où les clans mélangeaient Hutu et Tutsi. Et dans la société rwandaise traditionnelle, avant la colonisation, on pouvait passer, hein, du statut de Hutu au statut de Tutsi selon les opportunités professionnelles et les opportunités sociales. Mais les colonisateurs qui découvrent le Rwanda et la région des Grands Lacs en général, Burundi aussi, sont une vingtaine à la fin du 19e siècle, pas plus, une vingtaine. Ce sont des commerçants, des aventuriers, des géographes, des prêtres, voilà, des militaires, voyez, des explorateurs. Ils découvrent avec leurs yeux, bien sûr, d'Européens de la fin du 19e siècle. Et donc, qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient une société compliquée, déjà, pour commencer. Donc, ils cherchent à se l'expliquer. Ils se l'expliquent avec leur schéma à eux. Ils voient qu'il y a une monarchie, ils voient qu'il y a une aristocratie, hein, prise, hein, dans les clans Tutsi. Et ils se disent, bon, eh ben, il y a donc des dominants. Ces dominants, ils doivent venir d'ailleurs. Il y a voilà, donc, grandes invasions. Vous voyez, grandes invasions, comme ils réagissent à partir des schémas du Moyen-Âge. Hein, il y a des féodaux, etc. Donc la société est une société entre dominants et dominés. Il y a une aristocratie, il y a voilà, et donc il y a des dominants qui sont venus de l'extérieur, les Tutsis, hein, qui ont le pouvoir monarchique, et puis des dominés, hein, les Hutus, hein, qui sont donc en situation d'infériorité. Et bien, comme il faut administrer le pays, on va s'appuyer, hein, sur les dominants. Et ils instituent, hein, les dominants en catégorie raciale. Et avec tous les réflexes de l'anthropologie physique de cette époque-là, dont le nazisme plus tard fera évidemment son miel, hein, on mesure les crânes, on mesure les nez, etc., et on instille l'idée qu'il y avait une différence corporelle entre Hutu et Tutsi, que les Tutsis étaient forcément ces dominants venus du nord, venus d'Éthiopie, venus peut-être des sources du Nil, etc., eh bien, étaient plus fins, avaient la peau moins noire, donc signe de distinction, avaient le nez moins épaté, les attaches plus fines, etc., etc. Ils étaient faits pour dominer, et c'est eux qu'on va former dans les écoles pour former les petits cadres de la colonisation. En créant dans la population Hutu une frustration, hein, absolument effroyable, qui se retourne, hein, au moment de l'indépendance. Et c'est donc, hélas, hein, c'est un type de génocide qui a sa racine dans la pensée occidentale de la fin du 19e et du début du 20e siècle. Il n'est pas, de ce point de vue, spécifiquement africain. Hélas, il vient de chez nous. Hein, il vient de chez nous, et c'est une des tragédies de cet événement. Est-ce qu'il y a alors oui, deux dernières questions. Il y a les protestes. Allez-y, monsieur, allez-y. Vous venez d'expliquer que justement cette différence entre Hutu et Tutsi, elle venait de la colonisation de la fin du XIXe siècle. Et vous avez expliqué aussi que c'était dans une logique un peu de pouvoir contrôler en séparant les gens entre les dominés et les dominants, dans une logique féodale. Mais comment est-ce que ça s'est produit de manière suffisamment efficace, de telle sorte à ce que les populations eux-mêmes, qui, de ce que j'ai compris, n'avaient jamais entendu une telle distinction ethnique, ils croient aussi fort de telle sorte à ce que ça fasse quand même à plusieurs reprises des massacres, parce qu'il y a le génocide de 94 que vous avez évoqué, mais je crois que vous en avez évoqué d'autres aussi en 53, 60, je sais plus quoi, je suis pas sûr des dates, mais 59, voilà. 63, ouais. 59, 63 précisément. Oui, d'accord, très bien, c'est une très bonne question, ouais. J'ai cru comprendre que c'était les forces armées du pouvoir qui avaient commencé les massacres. Sur quoi se basait leur haine, tout simplement? Merci. Bonsoir. Du coup, moi, c'était pour revenir un peu sur l'aspect religieux.
en posant la question, est-ce qu'il y a eu une réponse particulière de l'Église en général par rapport à justement ces attaques intra-religieuses, comme vous l'avez dit? Une réponse de l'Église de l'Église avec un grand E, oui. L'Église, oui. Oui. Réponse de l'Église, ouais. 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 Vas-y. Alors, après le génocide au Rwanda, parlez fort, allez-y. Est-ce que le gouvernement a, est-ce que le gouvernement a jugé ceux qui ont participé au génocide, ou est-ce qu'ils étaient si nombreux que ça n'avait pas vraiment de sens? Très bien. Donc une dernière question, c'est donc vous avez dit qu'il n'y avait pas à l'origine de différences ethniques entre les Tutsis et les Hutus, c'est surtout des différences culturelles. Est-ce qu'il y a justement des éléments de la culture rwandaise qui ont disparu avec justement le massacre d'une grande partie de la population Tutsi, que ce soit par exemple linguistique ou certaines pratiques religieuses ou sociales? C'est la dernière salle de questions, je vous demande encore un petit peu d'attention. Soyez sympa. C'est le dernier round. Courage. Bon, je réponds, j'essaye de... La première question qui m'a été posée, c'est au fond comment finalement le colonisateur qui donc institue les ethnies en créant une dont il exprime parfaitement qu'elle est supérieure à l'autre, comment ceci a été finalement intériorisé, assimilé par les populations. Eh bien, c'est une chose qui va peut-être beaucoup vous surprendre, mais cette intériorisation a été incroyablement rapide des deux côtés. Incroyablement rapide. Les Tutsis se sont institués en ethnie supérieure, venus de loin, et par conséquent en conquérant, dont le pouvoir était d'autant plus légitime qu'ils ont été progressivement formés dans les écoles donc de cadres instituées par le colonisateur belge. Et les Hutus ont intériorisé également très rapidement leur infériorité. C'est une chose affreuse, mais vraie. Et on le retrouve dans tous les témoignages pendant le génocide, où vous avez des victimes qui vous disent « Bah oui, qu'est-ce que vous voulez, c'est sûr, ils étaient jaloux, on était plus beaux, on était plus belles, etc. On était plus fins, on s'habillait mieux, etc. etc. » Et du côté des tueurs, on vous dit la même chose. « Ah ben oui, voilà, ma femme, oui, voilà, j'ai voulu la tuer parce que... au fond, elle était Tutsi, elle me méprisait, j'étais pas assez bon pour elle, etc., etc. Elle faisait très attention à son vêtement, donc elle méprisait aussi les voisines. Enfin, vous voyez, vous avez des reproches réciproques, vous voyez, qui se sont institués, et qui, dans les témoignages que l'on a de rescapés, eh bien, sont encore très présents. Tout ça ne s'est pas effacé en une seule fois. Donc cette intériorisation des stéréotypes a été extraordinairement rapide. Voilà, c'est comme cela, et c'est évidemment une constatation très douloureuse. Alors, la réponse de l'Église, à ma connaissance, elle a été inexistante. Voilà. Je sais que c'était du temps de Jean-Paul II. Jean-Paul II a été dévasté par le génocide, par l'information qu'il a eue de ce qui s'est passé dans les églises et de ce qui s'est passé dans le clergé, mais il n'y a pas eu de réponse donc à cette catastrophe. Voilà. Alors qu'est-ce qui a pu disparaître dans la culture rwandaise? D'abord, en partie, une partie du catholicisme y a laissé des plumes. Le Rwanda n'est plus un pays aussi massivement catholique qu'il l'était. Deux religions ont énormément progressé au Rwanda sur les bases de ce qui s'est passé en 1994, le protestantisme d'une part et l'islam d'autre part. Voilà, et parfois, voilà, un certain nombre de rescapés de confessions catholiques ont abandonné leur église par écœurement de ce qui s'était passé en 1994. Et donc le Rwanda n'est plus, de ce point de vue, la perle de l'Afrique qu'elle était pour l'Église catholique. Alors sur les jugements, je termine ici sur les jugements. Donc au total, il y a eu évidemment, ça a été un sujet énorme pendant des années. Comment vous faites?
comment vous faites pour juger progressivement, vous voyez, pratiquement 2 millions de personnes dans un État très pauvre et dont toutes les structures judiciaires avaient volé en éclats? Comment vous faites? Donc il y a eu un certain nombre de jugements, mais bien entendu, les structures judiciaires rwandaises étaient complètement dépassées, comme le seraient les nôtres d'ailleurs, de la même manière. Et donc, à partir de 2006-2008, a été mis en place ce processus dit gachacha, qui était un peu une réinvention de la tradition. On a réinventé, disons, des structures de discussion populaires au niveau des collines. Des structures locales donc de règlement des comptes. On a élu des juges, la population a élu des juges qui n'avaient aucune formation juridique, qu'on appelait les intègres. Parfois, évidemment, il y a des génocidaires qui se sont glissés parmi eux, qui se sont retrouvés d'abord juges, puis mis en cause par leurs voisins ou rescapés, etc. Vous voyez la complexité des choses. On leur a donné une formation rapide et les communautés locales ont lavé leur linge sale en famille, si je puis dire, avec pas d'avocat, pas d'accusation. La communauté groupée autour de ces juges, et puis voilà, et les gens qui se lèvent, qui disent voilà, moi je t'ai vu, et quand tu as tué un tel, etc., et tu as pris sa vache, etc., et puis d'autres contredisent, etc. Et c'est comme ça que ont eu lieu donc 1 200 000 condamnations. Beaucoup de tueurs de première catégorie sont toujours en prison au Rwanda, aujourd'hui, 25 ans après. Beaucoup aussi ont été libérés, ont été graciés, ce qui a posé d'énormes problèmes dans les communautés. Un jour, je rencontrais un groupe de femmes rescapées avec leur thérapeute, un groupe de parole, si vous voulez, une thérapeute qui est une amie, elle-même rescapée, et une des femmes... chacun prend la parole, se présente, c'est assez difficile au début. Et puis une de ces femmes explose littéralement de colère parce qu'elle avait appris que le meurtrier de sa famille venait de sortir de prison, qu'il avait été gracié et que désormais, il habiterait près de chez elle. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que ça veut dire, d'avoir le meurtrier de ses parents, de ses enfants, de son mari, etc., qui, après 20 ans de prison, sort, et lui, il a toute sa famille, bien sûr. Il a toute sa famille, il a donc tout un réseau, alors que les rescapés, très souvent, sont seuls. Et être seul en Afrique, dans un pays comme le Rwanda, qui est encore un pays très pauvre, même s'il est beaucoup développé, être seul, c'est n'avoir aucune aide de personne. Vous voyez, c'est un défi judiciaire, social, culturel énorme. Et c'est ce qui fait l'aspect très bouleversant de la vie dans les campagnes rwandaises pour les rescapés, qui souvent d'ailleurs ont quitté la campagne parce que c'était pas supportable, tout simplement, de vivre entouré de tueurs et de familles de tueurs, outre le fait que c'était parfois assez dangereux. Voilà ce que je peux vous dire. Merci.